Le Magic d'Orlando. C'est sans doute une équipe que vous ne regardez jamais, mais vous avez quand même dû entendre parler de ce joueur, Paolo Banchero. Élu quasiment à l'unanimité Rookie de l'année en 2023, l'ailier fort du Magic fait partie de la liste très sélecte des 12 joueurs de l'histoire en NBA à avoir compilé plus de 20 points, plus de 6 rebonds et plus de 3 passes décisives par match lors d'une année rookie. Il a notamment scoré plus de 20 points à 40 reprises, soit le même total que LeBron James lors de son année rookie en 2004. Avec Paolo Banchero, le Magic a amélioré son bilan de 12 victoires en passant de 22 à 34 victoires la saison dernière. Une sacrée performance. Mais au-delà des statistiques et des apparences flatteuses, Paolo Banchero est-il vraiment un franchise player ? Est-il au-dessus de la mêlée et a-t-il l'envergure d'une superstar ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Mesurant 2,8 m et pesant 113 kg, Paolo Banchero est une force de la nature. Fils de Rhonda Smith, ancienne pivot des Sacramento Monarchs en WNBA, et de Mario Banchero, ancien joueur de football américain à l'université de Washington, Paolo a hérité de gènes plutôt favorables pour se développer en tant qu'athlète. Mais malgré ce poids et cette grande taille, l'une des qualités de Paolo est son agilité qui rend son profil offensif atypique. C'est simple, Paolo Banchero est trop rapide pour les postes 4 et 5 qui défendent sur lui et trop puissant pour les postes 3, 2 et 1 qui ont le malheur de se retrouver face à lui près de leur panier. Même s'il a quasiment les mensurations d'un pivot, Paolo joue comme un ailier de 2 mètres. Il adore attaquer de face, depuis la périphérie et demeure redoutable en transition. En plus d'être agile, il dispose d'une aisance technique quasiment unique pour un poste 4 avec une panoplie offensive complète, dribble d'élimination, jeu posté, fade away, step back, pull-up à 3 points ou à mi-distance, ce qui fait de lui un joueur d'isolation déjà redoutable et redouté. Mais là où Paolo Banchero excelle et fait déjà partie des meilleurs joueurs de la ligue, c'est dans sa propension à provoquer des fautes qui donnent des lancers francs. Avec 258 fautes provoquées sur une action de tir en 72 matchs, Banchero est 6e en NBA dans cette catégorie. Plus intéressant, 121 de ces fautes ont été provoquées à proximité du panier, soit un taux de 47%, et en NBA, seul Giannis Antetokounmpo fait mieux avec 49%. On est clairement sur un niveau élite sur ce point-là. Autre point positif ou plutôt encourageant, ce sont ses attitudes ou réflexes défensifs. Avec sa nonchalance naturelle, Banchero peut donner l'impression d'être un peu mou en défense, mais ce n'est pas le cas. Même s'il n'est pas encore redoutable en défense sur l'homme, c'est un joueur capable de défendre sur tous les postes et n'importe où sur le terrain. Il a tout de même sorti des séquences très intéressantes contre Julius Randle, Jason Tatum ou Kawhi Leonard la saison dernière. Mais là où il a un potentiel intéressant, c'est en tant que protecteur de cercle, depuis une position d'aide, ce que l'on appelle le low man dans le jargon. En l'observant toute la saison, j'ai pu noter qu'il avait de très bons réflexes, qu'il était vigilant et qu'il communiquait très bien avec ses partenaires. Exemple, Orlando est une équipe dont la défense s'organise autour de la protection du cercle, si bien que les joueurs positionnés à l'opposé du ballon doivent être proches du cercle pour être prêts à intervenir en cas de drive. Sauf qu'en NBA, il existe la règle des 3 secondes en défense qui empêche le défenseur d'un joueur non porteur de balle de rester plus de 3 secondes dans la peinture. Pour éviter de se faire prendre par la patrouille, Banchero a toujours le réflexe de sortir ses 2 appuis de la peinture au bout de 2 secondes. Des défenseurs plus expérimentés comme Brook Lopez ou Bam Adebayo ont l'habitude de faire ça, mais de voir un rookie prendre cette même habitude, c'est un signe d'une intelligence tactique qui est la clé pour être un bon défenseur. De plus, malgré une envergure de 2,13 m, ce qui n'est pas incroyable pour un joueur de 2,8 m, Banchero a montré de belles promesses pour protéger le cercle, avec notamment des contres spectaculaires. Même s'il ne sera sans doute jamais un défenseur d'élite, Banchero peut largement devenir un défenseur fiable d'une bonne équipe. Marquer 20 points de moyenne en NBA, c'est bien, mais avec un bon pourcentage de réussite, c'est quand même mieux.
Justement, l'adresse est là où le bas blesse chez Paolo Banchero. Avec seulement 52,9% au true shooting percentage, qui est une statistique qui réajuste l'adresse en prenant en compte la différente rentabilité des tirs à 2 points, 3 points et des lancers francs, Paolo Banchero se situe bien en dessous de la moyenne en NBA qui est de 58,1%. La saison dernière, l'Italo-Américain a réalisé 26 matchs en tirant à moins de 40% de réussite, ce qui n'est vraiment pas bon. Ce qui pose problème avec le jeu offensif de Paolo Banchero, ce sont ses choix de tir. C'est un joueur qui sous-exploite son jeu posté puisque seulement 7% de ses tirs viennent de ses situations de jeu alors qu'il a un fort potentiel dans le domaine. Il tourne à 0,96 points par possession quand il joue au poste bas, soit quasiment le même niveau que des spécialistes comme Jonas Valanciunas qui tournait à 0,98 points par possession l'an passé ou DeAndre Ayton qui lui aussi tournait à 0,96 points par possession. À la place, Banchero préfère prendre des longs tirs à mi-distance, qui sont reconnus comme les tirs les moins rentables au basketball, ou des tirs à 3 points mais avec une réussite famélique. Sur les 205 tirs à mi-distance longs qu'il a pris, Banchero n'en a rentré que 79, soit 39% de réussite. Et à 3 points, Banchero a tourné à 29% de moyenne sur la saison, soit 7% de moins que la moyenne en NBA. Le problème vient du volume et du type de tir qu'il prend puisque 11,2% de ses tirs sont pris en sortie de dribble à 3 points pour seulement 26% de réussite. C'est aussi un mauvais shooter de lancers francs puisque malgré le fait qu'il tire 7,4 lancers francs par match, il ne tourne qu'à 73,8% de réussite dans cet exercice alors que la moyenne de la ligue est de 78,2%. Dans le système offensif du Magic, il lui arrive souvent de toucher le ballon en milieu de possession et quand cela arrive, il a une mauvaise tendance à poser son dribble et à jouer en isolation. Quasiment 50% de ses tirs sont pris après avoir dribblé plus de 3 fois et notamment 17,6% après avoir dribblé plus de 7 fois. Banchero passe aussi une action sur 4 à conserver le ballon plus de 6 secondes dans les mains, ce qui est beaucoup trop quand on sait qu'il y a de bons porteurs de balles et de créateurs à ses côtés comme Markelle Fultz ou Franz Wagner. Malgré ses 3,7 passes en moyenne sur la saison, ce qui est un très bon total pour un rookie jouant au poste 4, j'ai trouvé que son playmaking était un peu léger alors que je l'attendais énormément dans ce domaine. Pourtant, il s'est souvent retrouvé à la création en étant le joueur qui lançait les systèmes et qui initiait le jeu, mais avec un résultat mitigé. En tant que porteur de balle sur les pick and roll, il n'a généré que 0,85 points par possession, ce qui le classe dans la moyenne basse de NBA alors que 22% de ses actions offensives proviennent de ce type d'action. Mais la note positive, c'est qu'il a nettement progressé au fil de la saison. Autre problématique dans le jeu de Banchero, son jeu sans ballon est trop pauvre. Malgré son physique favorable, il n'est pas un bon poseur d'écran. Sa posture, les angles qu'il propose, ses appuis, son timing sur les rolls ou sur les pops ne sont pas bons. En tant que poseur d'écran sur pick and roll, il n'a généré que 0,89 points par possession, ce qui le place en bas du classement de NBA, même s'il faut souligner qu'il a rarement effectué ce type d'action. Quand il est à l'opposé de la balle, il est souvent statique et ne représente pas vraiment une menace sur les coups. Ajoutez à cela que c'est un piètre shooter sur catch and shoot à 3 points avec seulement 33,8% de réussite et seulement 35,7% de réussite sur les tirs complètement ouverts, des chiffres encore en dessous de la moyenne en NBA, vous cernez désormais mieux le problème avec Banchero. C'est un joueur qui porte énormément la balle pour une réussite qui n'est pas encore au rendez-vous et son jeu sans ballon est très faible par rapport à ses capacités. Malgré ce bilan contrasté, Paolo Banchero reste un joueur à fort potentiel et déjà très intéressant. Il n'y a rien d'alarmant concernant son manque d'efficacité et ses mauvais choix en attaque, car il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un rookie de 20 ans qui, malgré tous ses défauts, a apporté du poids à l'attaque d'une équipe qui en manquait. Je rappelle aussi qu'un joueur comme Kevin Durant était aussi sous la moyenne d'efficacité au tir lors de sa première saison en NBA, donc tous les espoirs restent permis. Et cela passera par une amélioration drastique de son efficacité qui, elle, passera indéniablement par des meilleurs choix de tir. Ce qui peut donner espoir, c'est que lors des 17 derniers matchs de la saison, Banchero a tiré à quasiment 39% à 3 points avec 43,6% de réussite sur catch and shoot. Il n'a pas une mauvaise mécanique de tir, mais il doit être en rythme pour rentrer ses shoots et c'est sans doute ce qui lui pose problème au lancer franc.
Mais au-delà de sa réussite sur les tirs extérieurs, il doit aussi améliorer sa finition près du cercle puisqu'il ne tourne qu'à 62% sur ce type de tir, ce qui est juste en dessous de la moyenne pour les joueurs qui prennent au moins 4 tirs au cercle par match. J'ai pu constater qu'il manquait de toucher sur ce type de finition et qu'il n'avait pas une aussi bonne gestion du rythme que son coéquipier Franz Wagner, qui est vraiment bon pour jouer avec le timing des contreurs et se retrouver vraiment seul pour finir ses actions. S'il continue à être aussi agressif et à provoquer autant de lancers francs, il restera un attaquant redoutable. Reste à voir comment Jamal Mosley, l'entraîneur du Magic, souhaite le développer et organiser son équipe. Va-t-il lui donner un rôle de playmaker principal en l'impliquant toujours autant sur des initiations d'action ou va-t-il donner les clés à Markelle Fultz ou Franz Wagner en tant qu'initiateur de jeu, domaine où ils sont meilleurs que Banchero aujourd'hui? En le maintenant dans un rôle de playmaker principal, Jamal Mosley risque de brider l'éclosion de Wagner et de Fultz, mais lui changer complètement de rôle peut aussi avoir des conséquences néfastes dans son développement. Personnellement, je pense que le Magic devrait répartir un peu mieux les rôles en donnant un peu moins de responsabilité de playmaking à Banchero, qui devra largement développer son jeu sans ballon pour être un scoreur redoutable avec une bonne efficacité. Sélectionné par Team USA pour disputer la Coupe du Monde 2023, j'ai trouvé particulièrement intéressant le fait que Steve Kerr l'utilise souvent au poste 5 et l'inclut énormément sur des pick and roll en tant que poseur d'écran. D'ailleurs, on peut déjà voir qu'il a fait des progrès dans le domaine, même s'il reste encore loin du compte. De ce qu'il laisse paraître, Banchero est un bosseur. Le souci maintenant pour lui va être de travailler les bonnes choses et viser l'efficacité avant le volume. Plus il sera efficace au scoring, plus il pourra libérer ses qualités de playmaker car il captera encore plus l'attention des défenseurs et il a déjà une qualité de passe et une vista supérieure à la moyenne. En tout cas, Orlando représente l'environnement parfait pour lui, car il n'a pas de pression, il va pouvoir grandir. Et pour devenir une vraie superstar et faire de cette équipe un prétendant au titre dans quelques années, il devra améliorer sa complémentarité avec Franz Wagner, qui de mon point de vue a un jeu beaucoup plus complet et qui pourrait lui aussi être une superstar. Rendez-vous dès le mois d'octobre pour voir l'évolution de Paolo Banchero et celui du Magic d'Orlando. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker et laisser un commentaire et tu peux également t'abonner à la chaîne Ballerstalk, c'est ma chaîne secondaire et c'est sur cette chaîne que je proposerai mes futures vidéos d'analyse. Je te retrouve là-bas, à bientôt.